Bonjour à tous et bonne année. Bienvenue à ce premier webinaire du FC3R pour l'année 2024 sur la thématique des organoïdes en recherche. Donc, vous avez dû voir que vos micros et vos caméras sont éteints pour éviter tous les incidents, les interférences pendant les présentations. Mais si vous avez envie de poser une question de vive voix, vous pouvez lever la main à l'aide du petit bouton prévu à cet effet et puis on vous activera le micro à ce moment-là. Sinon, vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat et on les transmettra aux présentateurs à la fin de leur présentation. Le webinaire est enregistré pour pouvoir être proposé en replay sur notre site et sur la chaîne YouTube du FC3R. Mais la session de questions ne sera pas gardée, donc il ne faut pas que ça vous bloque pour poser vos questions de vive voix si vous avez envie. Et enfin, il y aura une attestation de présence qui sera envoyée automatiquement à tous les gens qui seront restés sur la durée du webinaire et qui vous sera envoyée sous une semaine. Donc, nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir Audrey Ferrand et Bertrand Pin, qui sont tous deux membres du GDR Organoïdes, mais aussi et surtout du comité scientifique du FC3R, dont Audrey est d'ailleurs la présidente, et qui vont vous présenter leurs travaux de recherche respectifs sur le modèle organoïde. Donc, nous assisterons d'abord à la présentation de Bertrand. Bertrand Pin est directeur de recherche à l'INRAE au sein du Stem Cell and Brain Research Institute à Lyon, où son équipe étudie les cellules souches pluripotentes et développe des approches de reprogrammation et de différenciation somatique, notamment par le développement d'organoïdes. Après une courte présentation du GDR organoïde, il va nous parler des organoïdes cérébraux humains comme outil pour de nouvelles approches in vitro. Il laissera ensuite la parole à Audrey Ferrand, qui est chargée de recherche et chef d'équipe INSERM à l'Institut de recherche en santé digestive à Toulouse, grâce à différents modèles, dont des organoïdes, établis à partir de cellules souches adultes colorectales de patients. Elle étudie l'impact des altérations de l'environnement stromal sur les capacités de régénération et la fonction de barrière de l'épithélium intestinal. Elle a d'ailleurs récemment développé et breveté un modèle de côlon sur puce en collaboration avec des physiciens du laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du CNRS. Audrey nous présentera comment elle combine ces différentes approches pour étudier les régulations de l'épithélium colorectal. Donc Bertrand, si tu es prêt, je te laisse prendre la parole. Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de vous présenter cette notion de cellules souches pour faire des organoïdes cérébraux et puis voir un petit peu balayer à quoi ça peut servir en illustrant différents modèles. Alors, tout d'abord, les diapos si elles passent, voilà. Qu'est-ce qu'on appelle en fait organoïde? Je pense que c'est très important en fait de bien fixer les choses. Donc, au niveau sémantique, un organoïde, c'est un système biologique auto-organisé en 3 dimensions, donc ça c'est vraiment important, mais qui récapitule à la fois la structure et les types cellulaires des organes concernés, mais aussi, surtout, ça présente certaines des fonctions du tissu qu'ils veulent mimer. Alors les objectifs, c'est de modéliser le vivant, donc avec différentes approches, développement, pathologie, réponse à différents traitements, toxicologie. On va essayer d'illustrer tout ça. Et dans une optique de médecine de précision et également dans le cadre du FC3R, mais avec l'importance que cela prend en complémentarité avec l'expérimentation animale. Moi, je vais focaliser aujourd'hui sur la notion d'organoïde cérébral, donc qui est un organoïde utilisé comme modèle de développement, entre autres, du cerveau, et qui est composé de différentes structures organisées en différentes couches. Cette architecture est relativement similaire à celle observée in vivo au cours du développement. Alors, d'abord en introduction, je vais quand même parler du GDR Organoïde, qui est une structure qui a été lancée en 2022, qui est présidée par Vincent Flachet. Donc, c'est un groupement, un GDR, qui regroupe en fait actuellement à peu près 300 membres répartis sur toute la France. Alors, il y a eu une cartographie assez intéressante des différents organes explorés au sein de ce GDR par les différents laboratoires. Donc la liste est à droite, c'est une liste non exhaustive. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pour porter à votre connaissance qu'il y a énormément actuellement un effort énorme justement pour développer ces approches in vitro.
Alors, le GDR est organisé en différents ateliers, différents plateaux. On est très attentif au sein du GDR à aussi être en lien avec des partenaires industriels, hein, qui doivent effectivement remplir une charte d'engagement et un contrat d'adhésion. Vous avez là une liste, là aussi non exhaustive, des partenaires actuellement présents au sein de ce GDR. Alors, le GDR est animé par un comité de pilotage et les différentes personnes dont les noms sont listés participent donc à des différents ateliers, que ce soit des ateliers recherche, valorisation, plateforme, formation et également une part très importante sur l'éthique et l'intégrité scientifique de ces nouveaux modèles. Alors pour continuer, là aussi soutenu par le FC3R, il y a une initiative qui s'appelle Ribon, qui est à terme de réaliser un réseau des différentes plateformes qui vont produire des organoïdes en lien avec les centres de ressources biologiques. Et l'objectif dans les 2-3 ans qui viennent, c'est d'avoir la mise en place d'un réseau certifiés avec donc les plateformes qui sont labellisées Ibiza et d'établir notamment un portail web avec un catalogue des différents modèles disponibles et puis les conditions d'accès à ces modèles. Alors, donc ça, c'est un résumé de cette plateforme Ribond. Là, donc vous voyez, il y a des laboratoires qui sont déjà labellisés Ibiza. Il y en a d'autres qui vont aller progressivement vers la labellisation Ibiza. Et sans rentrer dans les détails de qui fait quoi, c'est disponible en général sur le site. Donc, il y a aussi des plateformes support qui sont plus particulièrement engagées, par exemple, dans le bioprinting ou dans l'encapsulation des différents organoïdes. L'ensemble fait on va dire, c'est pas un microcosme, mais c'est un environnement qui semble actuellement assez porteur pour développer ces techniques au niveau national, entre autres, mais évidemment aussi dans une optique européenne et internationale. Alors pour revenir sur ce que nous, on développe à Lyon, donc on essaie de monter une plateforme d'organoïdes cérébraux. Donc je vais essayer d'illustrer les différents types de modèles d'utilisation de ces organoïdes cérébraux, après vous avoir rapidement présenté comment on les obtient et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, bon, il y a des développements, il y a des modèles développementaux, des modèles pour modéliser différentes pathologies neurodégénératives ou autres. Une part importante, c'est éventuellement de tester de nouvelles molécules. Et puis, là aussi, les études de toxicologie de certaines molécules, et vous verrez l'impact et l'importance que peuvent avoir ces différents modèles in vitro. Alors, on est organisé à la fois avec une activité pour dériver et utiliser, maintenant il y en a beaucoup qui sont disponibles aussi au niveau commercial, donc des IPS. On a un certain nombre d'outils pour faire des organoïdes cérébraux que l'on dit guidés ou non guidés. On fait également des assembloïdes, on développe aussi les organes on-chip, les organes sur puce. Audrey, je pense, reviendra plus en détail sur le modèle intestin. Nous, c'est balbutiant au niveau cérébral, hein, qu'on soit clair. Et on ne peut s'intéresser aux organoïdes que si effectivement, après, on a un pipeline, toute une batterie d'analyses. Donc, on part sur de la morphologie, sur de l'imaging, sur l'imagerie, pardon. On a aussi en main énormément d'approches omics, que ce soit du RNA sec ou du single cell. On peut faire maintenant du chromium en single cell RNA sec. Sur les organoïdes cérébraux, une particularité, c'est effectivement également aussi d'enregistrer l'activité électrique. Donc ça, c'est en cours de développement au sein de notre plateforme, notamment avec une puce très haute densité. Et puis, à terme, en partenariat avec d'autres plateformes, on a montré que c'était faisable, c'est de faire de la métabolomique ou de la protéomique sur ces organoïdes cérébraux. Alors, comment on les fait? Donc, on part quand même de cellules souches pluripotentes parce que le tissu cérébral, ben, contrairement à d'autres tissus, on ne peut pas forcément prendre des échantillons ou des biopsies comme ça. C'est un tissu excessivement complexe, difficile d'accès
Et donc, on part de cette notion de cellules souches pluripotentes dans le modèle humain que l'on obtient majoritairement par la notion de cellules de reprogrammation somatique pour obtenir donc des IPS, notamment humaines. Et donc, il existe toute une batterie en fait maintenant d'organoïdes, à la fois dérivés soit de cellules pluripotentes, soit de cellules fœtales, soit de cellules adultes. Et on va illustrer donc dans ces deux webinaires donc les organoïdes cérébraux et les organoïdes intestinaux. Euh, alors là, c'est un peu, j'ai pris deux diapos pour montrer l'explosion au cours des dernières années des types d'organoïdes qui peuvent être maintenant générés. Donc à partir des cellules souches pluripotentes, avec deux grandes voies d'induction initiale, soit pour la voie endodermique, soit pour la voie neurectodermique. Et vous pouvez voir qu'on a maintenant, je dirais en catalogue, au moins sur le papier, mais dans certains labos, il y a plusieurs types d'organoïdes qui sont développés. On a un grand choix ou une grande palette de possibilités pour essayer de mimer au mieux ces différents organes. Au niveau des cellules souches adultes, bon, bah là, c'est un petit peu pareil. On prend par contre souvent des biopsies ou des cellules tissulaires pour faire in vitro les organoïdes directement dérivés de ces cellules souches adultes. Alors, pour revenir au niveau des organoïdes cérébraux, classiquement, on part de la reprogrammation de cellules humaines, que ce soit des fibroblastes ou d'autres types cellulaires, pour obtenir donc des IPS que l'on va induire en 3 dimensions. Et comment on fait? Donc, on a tout un protocole avec des changements de milieu. On a également la notion de micropuits dans lequel on peut obtenir les premiers agrégats dans cette période. Et cet avantage d'utiliser des micropuits est d'obtenir en fait une homogénéité plus importante que si on faisait des gouttes suspendues hautes, par exemple. Et donc, on a une homogénéisation en fait du matériel de départ. On peut obtenir un très, très grand nombre d'organoïdes que l'on va après individualiser dans des puits, par exemple, de plaques 96 puits. Et on maintient en fait, avec différents types de milieux, une prolifération, puis après une maturation qui peut aller sur de très longues périodes, au-delà de 70, 110 ou 150 jours, donc c'est plusieurs mois de culture, ce qui est assez cohérent par rapport à la mise en place au niveau humain hein, du développement cérébral observé au niveau du fœtus. Alors, typiquement, je vous ai parlé d'organoïdes guidés, pas guidés. Donc, il y a une multitude maintenant de protocoles pour obtenir des sous-parties du cerveau dans une approche guidée. Donc, on peut obtenir des organoïdes plus qu'on considère comme dorsaux, donc qui miment en fait un peu le cortex cérébral. Mais on a également des protocoles pour obtenir les parties plus ventrales du cerveau. Et ce qu'on voit là, c'est que même avec des changements comme ça de conditions de culture initiale, on a des proliférations qui sont différentes. Les organoïdes dorsaux sont toujours plus importants que les organoïdes ventraux en termes de taille et en termes d'expansion. Alors, évidemment, donc, il y a un certain nombre de marqueurs, hein, donc ça c'est toute la littérature et tout le domaine des neurosciences qui a permis d'identifier un certain nombre de marqueurs. Certains sont à la fois exprimés au niveau dorsal et au niveau ventral, d'autres sont beaucoup plus ou plus spécifiquement exprimés au niveau dorsal, donc par exemple NGN2 ou EOMES ou PAX2, et puis d'autres sont franchement quasiment exclusivement ventraux, tels LHX2, et puis on a aussi surtout NKX2.1. Donc, on a aussi des marqueurs de différents types neuronaux que l'on peut détecter au cours de la maturation de ces organoïdes, comme GLAS, GAD67, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on a non seulement des types neuronaux, mais on a également des cellules supports, comme des astrocytes, des oligodendrocytes et autres. Je reviendrai sur la complexification après de ces structures. Donc, on fait évidemment de l'immunofluorescence. Donc là, illustration en fait de ce que je vous disais sur l'architecture avec la notion en fait lamellaire de l'organisation de l'organoïde avec des rosettes, hein, typiquement une rosette avec l'orientation des différentes cellules et puis progressivement la maturation
à l'extérieur de ces structures. On voit bien là que certains marqueurs sont spécifiques soit du côté dorsal, soit du côté ventral. Et un des avantages de faire les deux, c'est de réaliser ce qu'on appelle maintenant des assembloïdes. Et ce sont des processus assez intéressants pour étudier les relations entre différentes parties du cerveau. Et là, vous voyez très clairement que la partie ventrale va progressivement envahir la partie dorsale une fois que les deux structures ont été fusionnées et que vous avez des projections de plusieurs, on va dire, centaines, dizaines de microns, centaines de microns qui peuvent être observés. Et donc, on voit bien l'envahissement de la partie ventrale dans la partie dorsale. Un autre exemple que je trouve assez symptomatique, vous avez véritablement l'émergence de fibres à partir de la structure ventrale qui vont progressivement couvrir et envahir également la partie dorsale. Alors, à quoi cela peut servir? Donc là, je vais illustrer l'utilisation de ces organoïdes cérébraux dans un premier exemple avec l'étude de pathologies neurodégénératives ou d'anomalies génétiques. Donc là, j'ai pris le syndrome de Rett et à partir d'IPS de patients, on est capable d'obtenir des organoïdes. Là, vous avez le sauvage, donc avec une très belle organisation, avec une belle maturation par le marqueur TBR2, par exemple, et une forte prolifération au sein de la rosette. Et vous voyez que le mutant Rett, lui, tout de suite, a une altération dans l'organisation de ces rosettes et la répartition, en fait, des différents marqueurs. On peut le vérifier au niveau… Donc, Rett, c'est le syndrome qui vient de la mutation d'un gène qui s'appelle MECP2. Donc, le mutant est complètement délété, n'exprime absolument pas ce RNA, mais aussi cette protéine. Et on voit que typiquement, vous avez une altération complète d'un certain nombre de marqueurs. Là, j'illustre avec, par exemple, TBR2 et TBR1, mais on a aussi des variations, par exemple, dans d'autres sous-types cellulaires comme les astrocytes ou les oligodendrocytes. Alors, un autre exemple, c'est une leucodystrophie, donc qui atteint en général les patients très très précoces, de jeunes enfants. Donc le diagnostic est assez dramatique pour ces enfants qui meurent en général assez rapidement après la naissance. Et il est très difficile d'obtenir des modèles dans ces pathologies. Et l'organoïde fait partie du développement de ces modèles. Donc là, à nouveau, on va dire une très belle observation d'une couche lamellaire classique avec deux types de marquage avec différents marqueurs. Et vous voyez que le mutant cache, il est complètement désorganisé et on peut quantifier la baisse d'expression d'un marqueur comme PAX6 qui touche la prolifération des progéniteurs cérébraux. TBR2 est lui quasiment inexistant. Et donc, c'est une des premières démonstrations d'utilisation de ces organoïdes pour voir comment en fait cette pathologie ne met pas en place en fait des structures essentielles au niveau du développement précoce. Alors, à quoi on peut s'intéresser également? On peut s'intéresser à l'impact de molécules sur le développement cérébral. Alors là, j'ai pris une molécule malheureusement, on va dire, bien connue pour avoir induit un certain nombre de pathologies au niveau développemental, c'est l'acide valproïque. C'est un peu le scandale de la dépakine. Certaines femmes enceintes avaient pris de la dépakine et leurs enfants ont eu des altérations massives. Alors, pas que cérébrales, mais là, j'illustre au niveau cérébral. Donc là, vous avez les organoïdes qui sont non traités avec l'acide valproïque. Donc, on a des structures en rosette. Avec de faibles doses, vous avez des structures qui se maintiennent, mais l'architecture commence à être un petit peu bousculée. Et vous voyez qu'à des doses un petit peu plus fortes, vous avez une altération absolument complète de la formation de ces rosettes et une désorganisation massive de ce système. Donc, même si on voit que les organoïdes continuent à proliférer, leur architecture est complètement abolie au niveau du traitement par cette molécule. Je pense qu'on aurait eu ces approches il y a quelques dizaines d'années. Je pense qu'il n'aurait jamais été envisagé de traiter de donner de la dépakine aux femmes enceintes.
Un autre exemple, on en entend actuellement quand même beaucoup parler, qui est la crise des opioïdes. Voilà le tramadol, donc un antidouleur très très puissant. Donc c'est un opioïde qui a une action, on va dire, très bénéfique, mais malheureusement dont l'usage est actuellement énormément détourné par croissant de la population, ce qui actuellement entraîne des mortalités assez impressionnantes, notamment au niveau des États-Unis, mais dans d'autres pays. Donc, non traité, vous avez ces rosettes, etc. Et puis, dès qu'on commence à traiter, bien, vous avez également là une altération complète de l'architecture. Donc, on peut aussi quantifier cette disparition. Par exemple, PAX6, à nouveau, qui est un très bon marqueur de prolifération des progéniteurs, bon, est complètement le profil d'expression est complètement altéré. Alors, deux autres marqueurs très rapidement. Donc, c'est le marqueur SOX2 et Nestine. Dans une structure non traitée, on voit de superbes formations. Dès que vous traitez, vous n'avez absolument plus la belle architecture, même si les niveaux d'expression sont complètement bousculés. Donc, ce n'est pas simplement un problème de niveau d'expression, c'est un problème en fait de localisation et de répartition bousculée par l'effet de cette drogue. Alors, pour comprendre un petit peu plus en détail, on fait de l'analyse moléculaire transcriptomique. Donc là, vous avez à 50 jours de traitement, vous avez un certain nombre de marqueurs qui sont surexprimés par rapport aux témoins. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est qu'une douzaine de jours après, ben en fait, ces mêmes marqueurs sont complètement, on va dire, ratatinés, à savoir qu'en fait, leur niveau d'expression, au contraire, est down-régulé. Donc, ces analyses transcriptomiques au cours du temps nous permettent en fait de montrer qu'il y a un décalage dans la maturation, qu'il y a un décalage et une altération à la fois au niveau d'expression et au niveau de la maturation de ces organoïdes. De façon assez intéressante, le tramadol est métabolisé par l'organisme et en fait ce qu'on voit, c'est que le métabolite lui-même a une action aussi délétère, voire quelquefois plus délétère que le tramadol, que la molécule initiale. Et l'ensemble de ces approches montre que même si on teste la toxicité d'une molécule, il ne faut jamais oublier l'impact que peuvent avoir les métabolites d'une molécule au cours de l'absorption par une personne. Autre exemple, donc, c'est l'utilisation des organoïdes comme modèle d'identification de molécules antivirales. Donc là, j'ai pris en fait l'exemple des inipavirus. Bon, on travaille à Lyon, donc il y a le L4 à Lyon, donc on travaille avec les gens au L4. Et avoir un modèle in vitro pour modéliser des pathologies, des infections assez, on va dire, assez méchantes, hein, c'est toujours excessivement important. Donc, il y a différentes souches de Nipah-virus et de Hendra-virus qui ont été identifiés avec des transmissions, on va dire, indirectes à l'homme ou des transmissions directes, sachant que le réservoir de ce virus est la chauve-souris. Et on, on peut mimer l'effet, je dirais, bulldozer, par exemple, là c'est le Nipah-virus, au cours de l'infection d'un organoïde par ce virus. Donc on a à la fois une infection, une transcription, une réplication du virus de façon très très intéressante, très rapide et massive. Mais l'intérêt d'utiliser ce genre de modèle in vitro, c'est qu'il permet d'identifier des molécules qui visent à bloquer ou à ralentir la propagation virale. Et ce genre de test in vitro est très prédictif de l'activité des antivirales. Donc ça a été fait en collaboration avec une équipe au Syrie, ici, sur le L4 Mérieux à Lyon. Alors, autre exemple, sur les flavivirus, actuellement, il y a une recrudescence, par exemple, avec le réchauffement climatique et les changements climatiques, de la propagation d'un certain nombre de petites bestioles, hein, pas forcément sympathiques, comme les tiques ou les moustiques. Et tous ces insectes ou ces arthropodes, en fait, peuvent véhiculer un certain nombre de virus. Donc là, j'illustre juste par le TBEV, qui est une encéphalite à tique qui nous vient en fait d'Europe centrale. Donc là, dans le même modèle, on peut effectivement infecter
les organoïdes, et on voit très bien que les organoïdes, bon, ben, ils sont capables également de répliquer et de propager le virus. Et à nouveau, en fait, on peut tester comme ça, surtout pour cette pathologie pour laquelle, pour le moment, il n'y a absolument rien il n'y a aucun traitement. En fait, c'est d'essayer d'identifier des molécules, donc avant l'infection, pendant l'infection. Et là aussi, la puissance du modèle des organoïdes permet de montrer que certaines molécules ont une activité vraiment antivirale dans ce modèle in vitro. Donc cela, ça a été fait avec le laboratoire de Muriel Coulpier à Vettalfort. À titre d'illustration, on montre également que les organoïdes peuvent être aussi développés dans d'autres espèces animales que l'homme. Là, j'ai pris le cheval. Je vous avais montré qu'un Ninipavirus peut effectivement toucher aussi le cheval. Mais le West Nile, donc, qui est le virus du Nil occidental, est actuellement est en train d'envahir via les moustiques tout le bassin méditerranéen. Donc, c'est vraiment quelque chose à surveiller de très près. Et là aussi, on a réalisé un certain nombre d'expériences avec les organoïdes donc, cérébraux de chevaux, à partir là aussi d'IPS. Et puis, on voit que bah, ce modèle d'organoïdes cérébraux équins peut servir également à manager et piloter le développement de nouvelles molécules antivirales. Alors, en conclusion, donc c'est une overview, enfin un très rapide balayage du potentiel de ces organoïdes cérébraux. Donc, j'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait modéliser un certain nombre de pathologies, qu'on peut évaluer l'impact de certaines molécules, et puis donc potentiellement identifier de nouvelles molécules, qu'elles soient antivirales ou de voir leur toxicité. Alors, il ne faut pas se cacher que les organoïdes cérébraux ce sont des systèmes imparfaits. J'insiste, et ça a été aussi rapporté par certains articles de presse de la communauté et du GDR, à savoir qu'on ne parle pas, vous ne m'avez pas entendu parler de mini-cerveau. On réfute effectivement ce terme de mini-cerveau pour différentes raisons, parce que le tissu cérébral est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut actuellement obtenir in vitro. Donc on parle vraiment d'organoïdes cérébraux et on est loin d'avoir un cerveau, je dirais, en boîte. Néanmoins, donc, il y a pas mal de pistes d'amélioration pour la standardisation, que ce soit au niveau des marqueurs ou de la taille, etc., selon les laboratoires. On est, en termes de fonctionnalité, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour commencer à enregistrer l'activité électrique de ces différents organoïdes une fois qu'ils ont maturé, donc il faut aller au-delà de 3-4 mois. Et puis, piste excessivement importante, c'est la complexification des modèles d'organoïdes cérébraux avec la barrière hémato-encéphalique, avec l'introduction en fait de systèmes vasculaires dans ces structures, avec également la réaction immune en fait, du tissu en ajoutant notamment de la microglie, etc., etc. Donc avec ceci, je vous remercie de votre attention et on prendra effectivement les questions, je pense, après la présentation d'Audrey. Je vous remercie. Donc bonjour à tous et merci Bertrand pour cette super présentation, j'ai beaucoup apprécié. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'études de la régénération intestinale et de différentes approches, en fait, plein de petits aspects comme ça, qu'on développe dans l'équipe pour étudier ces processus, ou pour essayer d'étudier en tout cas, d'identifier ces processus de régénération. Et pour ça, je vais vous prendre dans l'intestin. En fait, je vous amène ici dans l'intestin, c'est une vidéo de Sean Clevers. Donc ici, on est dans le petit intestin, on le reconnaît par ces villosités qu'on voit apparaître. Et on est dans la lumière des intestins où on va trouver le bol alimentaire qui va amener forcément les nutriments, mais aussi des additifs alimentaires, des contaminants alimentaires qu'on va pouvoir absorber. Et tout ça se retrouve dans la lumière de l'intestin et va pouvoir être absorbé par notre corps à travers l'épithélium intestinal qui forme cette barrière de protection entre notre organisme et la lumière, donc le milieu extérieur. En bas des cryptes intestinales que vous voyez ici, on a nos cellules souches et à partir de ces cellules souches va se former, va se mettre en place
tout l'épithélium intestinal. Ces cellules souches, elles sont dans un environnement extrêmement contrôlé, j'y reviendrai après, et elles vont se diviser, elles vont donner des progéniteurs qui vont aussi, eux, se proliférer, migrer le long de l'axe cryptovillositaire pour donner les différentes populations de cellules différenciées qui vont assurer les fonctions de l'intestin, comme les entérocytes, qui sont ces cellules qui forment vraiment la barrière intestinale, les cellules caliciformes qui vont sécréter le mucus, qui participent à la protection de cette barrière intestinale, et d'autres cellules, j'y reviendrai après. Une crypte donne ça, mais il y a en fait, autour d'une villosité, on va avoir six cryptes, ce qui fait que tout l'épithélium va migrer, comme ça, toutes les cellules vont migrer, vont monter le long de l'axe cryptovillositaire et vont se retrouver en haut des villosités à avoir une gêne mécanique qui fait qu'elles vont se détacher de la matrice, du support, et ça va induire un programme d'apoptose qu'on appelle l'anoïkie, cette perte d'adhésion induite, cette mort cellulaire, et c'est dégradé. Notre épithélium intestinal fait 30 mètres carrés, ce qui en fait la deuxième barrière la plus importante dans l'organisme, après le poumon. Le poumon, c'est à peu près 200 mètres carrés, ou 30 mètres carrés, quand la peau, par exemple, c'est seulement 2 mètres carrés. Ce qui fait que quand on va avoir une altération de cet épithélium intestinal, forcément, ça va pouvoir devenir nocif pour notre organisme. Et on essaie donc de comprendre ça dans l'équipe. Alors, je reviens un petit peu sur notre environnement dont je vous parlais. Donc, au niveau physiologique, on retrouve ici la crypte intestinale avec en bas nos cellules souches, ici nos progéniteurs et ici les cellules différenciées. Ils vont participer à cet environnement et à la niche des cellules épithéliales intestinales, notamment les fibroblastes avec différentes populations de fibroblastes. En bas de la crypte, au niveau des cellules souches, on va retrouver des fibroblastes qui vont vraiment participer au maintien des cellules souches intestinales qui vont réguler leur prolifération, qui vont réguler la maintenance de leur phénotype. Et ces fibroblastes vont sécréter énormément de facteur VIII, qui est une voie majeure de régulation des cellules souches dans l'organisme, mais aussi des inhibiteurs de BMP, puisque les BMP, elles vont être par contre sécrétées par une autre population de fibroblastes qu'on va retrouver au-dessus, qui eux vont induire la différenciation par contre, de nos progéniteurs dans les différents linéages cellulaires qui vont donner les entérocytes, les cellules à mucus, mais aussi les tough cells, sont ces cellules ici, là, en touffe, qui auront un rôle antiparasitaire, et les cellules entéro-endocrines, qui vont sécréter différentes hormones régulant les fonctions intestinales, entre autres. Voilà, donc ça, c'est quand on a un contexte normal en physiologie et quand tout se passe bien tous les jours. Mais il nous arrive parfois d'avoir des colites. On a tous eu, j'imagine, des gastro. Et dans ces cas-là, il va forcément y avoir une adaptation du tissu pour essayer de réparer et renormaliser le tissu. Quand on va avoir des colites, il y a perte de certaines cellules. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la perméabilité intestinale avec potentiellement passage de substances nocives, de bactéries ou de virus depuis la lumière de l'intestin vers le stroma, vers notre corps. Il va falloir réparer tout ça. Et donc, se met en place un processus d'adaptation, de réparation, dans lequel il va y avoir une prolifération et une augmentation de la zone niche des cellules souches, avec prolifération de ces fibroblastes qui vont réguler l'activité souche en fait, du tissu, ce qui va engranger une prolifération des cellules souches, mais surtout une mobilisation des cellules souches de réserve, une prolifération des progéniteurs et éventuellement, dans certains cas, aussi un mécanisme de dédifférenciation des cellules différenciées qui vont réalimenter ce pool de progéniteurs et vont participer à la remise en place du tissu. Et on retrouve une normalisation de notre système. Dans des pathologies comme les maladies inflammatoires chroniques intestinales, que sont la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Alors, la maladie de Crohn, elle affecte tout le tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus, avec des patchs inflammatoires comme ça. La rectocolite hémorragique, elle, par contre, elle commence au niveau de l'anus et elle va remonter, l'inflammation remonte tout le long du côlon et elle reste, par contre, restreinte au côlon. Dans ces deux pathologies, on va avoir une altération de ces mécanismes de réparation et notamment une forte altération de l'épithélium. Altération du processus de réparation, augmentation de la perméabilité intestinale, diminution de la production de mucus, ce qui fait que nos paramètres de fonction de barrière et de protection de cet épithélium intestinal sont largement altérés. Tout ça, c'est associé à des altérations du stroma. On est dans un contexte d'inflammation chronique, ça veut dire que forcément, il y a infiltration de cellules immunitaires et activation
de ces cellules immunitaires, donc c'est concrètement l'inflammation in situ, mais c'est aussi associé à un remodelage des populations de fibroblastes. On voit d'autres populations de fibroblastes qui apparaissent, et ça c'est associé également à un remodelage de la matrice extracellulaire, et notamment des propriétés mécaniques de la matrice extracellulaire, et vous allez voir pourquoi ça nous intéresse un peu plus tard. Donc, une des questions qu'on s'est posées dans l'équipe, c'est en quoi ces fibroblastes qui sont altérés, dont le phénotype est altéré dans ces pathologies-là, peuvent éventuellement participer au processus de régénération, de réparation en tout cas tissulaire. Donc, grâce à une collaboration qu'on a au sein de l'unité avec les hôpitaux de Toulouse et notamment avec la Fédération digestive des hôpitaux de Toulouse, on a accès à des biopsies de côlon de patients, à partir desquelles on va pouvoir soit mettre en place des cultures d'organoïdes. Alors nous, on l'a fait à partir des tissus normaux. On a aussi des organoïdes inflammatoires de Milky, voilà. Ces organoïdes-là sont des organoïdes relativement simples. On isole les cryptes intestinales, on les met dans du matrigel avec tous les facteurs de croissance qui reproduisent la niche des cellules intestinales épithéliales, et on voit évoluer nos structures. Donc on commence par des structures qui sont immatures. Vous voyez qu'on a une lumière centrale, comme vous pouvez ici le voir. On a par contre, au tout début de la culture, un épithélium qui perd sa polarité. On retrouve des structures très immatures, en fait. Puis petit à petit, au cours de la culture, l'épithélium va se repolariser. On va voir aussi apparaître une accumulation de cellules mortes au sein de la lumière. C'est exactement le mécanisme d'Anoïkis qui se passait tout à l'heure. Ici, on a accumulation de cellules mortes. Et puis, au cours de la culture, on va voir aussi des structures, des cryptes qui se reforment sur ces organoïdes-là. Et donc, on a vraiment des structures différenciées avec des différentes populations cellulaires, comme vous pouvez le visualiser ici avec un marquage CK20 pour visualiser les entérocytes. À partir de ces tissus de patients, on a aussi établi des cultures de fibroblastes, donc soit des fibroblastes normaux, soit à partir des biopsies de patients qui, maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, des cultures de fibroblastes associées à l'inflammation. Et on a voulu regarder un petit peu, caractériser rapidement ces fibroblastes, et surtout, moi, je voulais un système qui nous permettait d'être sûr, en fait, qu'au cours de la culture, on ne perdait pas ce phénotype de fibroblastes normaux d'un côté, de fibroblastes inflammatoires de l'autre, et surtout qu'on les maintenait au cours des passages. Donc, on a la chance d'avoir au sein de l'Institut un appareil qui nous permet de faire du high content screening. En gros, l'idée, c'est un confocal, haute résolution, avec une chambre d'incubation, et surtout couplé un logiciel d'analyse d'image qui va nous permettre de faire des analyses très poussées de morphologie, de texture, d'analyse d'image. C'est ça le contenu de l'analyse d'image au sein de nos cultures. Et on voulait quelque chose d'assez rapide à faire, qui ne demande pas beaucoup de manipulation. Donc, on a fait rapidement un marquage d'API, un marquage actine. Et sur ces marquages-là, on est allé voir des paramètres morphologiques comme l'air des noyaux, la ronditude des structures, l'intensité de marquage, la texture en fait, des marquages qu'on pouvait observer. Et en faisant ça, ça nous fait en fait au final analyser une quarantaine de paramètres morphologiques. Et vous pouvez voir que juste avec ces deux marqueurs, en combinant ces paramètres morphologiques, on a été capable très rapidement de vraiment sortir un phénotype spécifique de nos fibroblastes normaux et un phénotype qui nous permet vraiment d'identifier nos fibroblastes inflammatoires. Donc on est content parce qu'on a vraiment une méthode rapide et efficace qui nous permet au cours de la culture de vérifier ces phénotypes-là. Maintenant qu'on est sûr d'avoir d'un côté ces fibroblastes normaux, ces fibroblastes inflammatoires, on a voulu regarder ce que pouvaient sécréter ces fibroblastes et l'effet de ces sécrétions sur nos cultures. Donc la première chose qu'on a commencé à faire, c'est simplement un protéinarré sur le milieu de culture, d'un côté de nos fibroblastes normaux, de l'autre côté de nos fibroblastes inflammatoires. Et grâce à ça, on a pu effectivement identifier un profil de signature de sécrétome en fait, de nos fibroblastes normaux, différentiel par rapport à nos fibroblastes inflammatoires. Et notamment, on a pu identifier en fait, donc, des marqueurs spécifiques, et en particulier, vous le voyez ici, l'ostéopontine, qui est vraiment la seule à être uniquement exprimée et fortement exprimée par les fibroblastes inflammatoires comparé aux fibroblastes normaux. Donc, on a vérifié ça en termes de quantification de protéines et d'expression de gènes. Et effectivement, l'ostéopontine serait un marqueur des fibroblastes, en tout cas est largement sécrété par les fibroblastes inflammatoires. Donc forcément, la question qu'on s'était posée, qu'est-ce que cette cytokine pro-inflammatoire peut avoir comme effet, notamment au niveau de l'épithélium?
Alors, cette ostéopontine, elle est intéressante pour nous parce que, comme récepteur, elle a des intégrines et elle a CD44, qui est une glycoprotéine membranaire, qui est un marqueur de l'immaturité et qui est fortement exprimé au niveau du côlon par les cellules souches et par les progéniteurs. Et cette ostéopontine, en liant ces récepteurs, les intégrines d'un côté ou CD44 de l'autre, va réguler, c'est connu en fait, pour réguler la survie cellulaire, la capacité souche de lignée cellulaire, le taux de prolifération et aussi la plasticité cellulaire. Donc pour nous, c'était très intéressant comme marqueur. Ce qui était connu en termes d'ostéopontine et de maladies inflammatoires chroniques intestinales, c'est que les patients qui ont ces pathologies-là ont une forte concentration sanguine, un fort taux sanguin en fait d'ostéopontine circulante, et que cette concentration, le niveau de la concentration d'ostéopontine circulante, est associé à la sévérité de la pathologie chez ces patients. Donc ça, c'était très intéressant pour nous. Et on est allé regarder, du coup, cette ostéopontine, qu'est-ce qu'elle pouvait avoir comme effet au niveau de l'épithélium? Est-ce qu'éventuellement, elle pouvait participer à ces mécanismes déclenchés dans les processus de réparation de l'épithélium intestinal? Donc, on a pris nos cultures d'organoïdes établies à partir des tissus des patients et on les a mis en présence de milieux de fibroblastes normaux au départ, mais qu'on a supplémentés avec de l'ostéopontine. Et là, vous pouvez voir qu'effectivement, au bout de 15 jours, on voit clairement un changement de phénotype de nos organoïdes avec une augmentation de la taille des organoïdes et une augmentation, patient par patient, on a testé 3 patients, des formes cystiques, donc immatures, de nos organoïdes en culture. C'est clairement ce que vous pouvez regarder ici. Donc clairement, notre ostéopontine, elle augmentait la taille des organoïdes et apparemment, elle semble retarder la maturation en fait, du tissu. On a voulu regarder ce qu'il en était en termes de prolifération cellulaire. Et tout ça, pareil, par HES, on a mis au point des marquages d'EDU sur nos organoïdes et de quantification de ces EDU sur nos organoïdes. Et on a pu effectivement observer que de la même manière, notre ostéopontine stimulait la prolifération des cellules épithéliales au sein de nos organoïdes. Donc ça, c'était très intéressant. Pour le moment, on coche toutes les cases qui nous intéressent. Quid en termes d'expression génique et d'activation de voies du signal ou de phénomènes qui peuvent être intéressants dans les processus de régénération? La première chose qu'on a pu observer, c'est que l'ostéopontine, en termes de régulation génique, elle est capable d'induire au niveau des organoïdes l'expression de ses propres récepteurs, à savoir CD44, mais aussi les différentes intégrines qu'elle est capable de lier. Donc ça, c'était intéressant. Ça permet une réponse de l'épithélium à l'ostéopontine. On a pu aussi observer qu'elle était associée à une augmentation des marqueurs spécifiques des cellules souches et des progéniteurs, mais aussi de prolifération. Donc, ça confirmait les résultats qu'on avait pu observer en culture. C'était aussi associé, enfin, on a voulu regarder ce qui se passait en termes de populations souches, et notamment les populations souches physiologiques qui expriment LGR5. Là, on n'a pas vu vraiment d'effet sur LGR5, mais ce n'est pas tellement étonnant vu ce qu'on connaît de la pathologie. LGR5, les cellules qui expriment LGR5, elles semblent principalement impliquées dans la maintenance du tissu en conditions homéostasiques. Par contre, quand on a une inflammation, vous l'avez vu dans l'introduction, et notamment dans les Mickey, on va avoir mobilisation de nouvelles populations souches de réserve qui sont réactivées, qui sortent de leur quiescence, qui sont réactivées, et mobilisation principalement des progéniteurs. Donc ça, c'est ce qu'on a pu observer quand on est allé regarder ce qui se passait au niveau de la réponse à la voie Notch et éventuellement de la dédifférenciation cellulaire. Et effectivement, quand on regarde les marqueurs de différenciation de cellules épithéliales, on voit une diminution de ces marqueurs-là. Ça semble dire que notre ostéopontine, elle va être effectivement impliquée et capable, en tout cas au niveau de nos cellules épithéliales digestives, d'activer les différents processus qui sont impliqués dans les processus de régénération au niveau de l'épithélium intestinal, à savoir l'augmentation des populations souches, notamment de réserve, et des progéniteurs, l'augmentation de la prolifération cellulaire, et par contre, induire une dédifférenciation de nos cellules différenciées pour participer, j'imagine, à l'augmentation de ces poules de progéniteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on continue d'identifier et de caractériser au niveau du laboratoire, et on pousse les études de ce côté-là. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ces processus pathologiques, il y a un remaniement de la matrice extracellulaire et notamment, il y a un changement des capacités mécaniques
de la matrice extracellulaire. On sait maintenant, grâce à des travaux des équipes de Lutolf par exemple, et d'autres équipes, on sait que nos cellules souches intestinales, elles sont sensibles à la rigidité du tissu, à la topologie du tissu, et notamment que l'augmentation de la rigidité du tissu augmente le taux de prolifération en fait, de nos cellules souches intestinales. En physiologie, on va avoir une rigidité de la matrice extracellulaire qui a été mesurée entre 2 à 4 kPa. Lors des pathologies MIPI, elle a été mesurée pour être éventuellement aux alentours de 16 à 28 kPa. Il va y avoir forcément un changement aussi des composés moléculaires, mais ce qui nous intéressait aussi, c'était ces histoires de rigidité. Et donc, on voulait essayer de comprendre, nous, dans la globalité au sein de l'équipe, dans cet environnement de l'épithélium intestinal, qu'est-ce qui peut impacter, en fait, la mise en place du tissu, son taux de renouvellement, etc. Donc, on s'intéresse, je vous l'ai dit, aux populations stromales, à la matrice extracellulaire, et notamment à sa composante mécanique, aux questions de topologie aussi, parce qu'on sait que les courbures, par exemple, des tissus vont réguler la mécanotransduction, les effets de migration, etc., et donc d'établissement des tissus. Et puis, on est dans l'intestin, donc il y a quand même des facteurs qui sont hyper importants au niveau de la lumière, le microbiote et forcément tout ce qui va pouvoir arriver de l'alimentation. Donc, on voulait un modèle qui nous permette vraiment de prendre en compte et d'étudier éventuellement toutes ces composantes. Alors, le modèle organoïde, c'est un modèle génial, on l'utilise beaucoup au laboratoire, mais par rapport au tissu in vivo, il a quand même des biais. Notamment, on ne retrouve pas la topologie qu'on va avoir au sein des cryptes. Et cette topologie, elle est importante parce qu'elle participe à la compartimentalisation cellulaire avec, je vous l'ai dit, en bas les cellules souches et les progéniteurs et plus haut les cellules différenciées. Au niveau des organoïdes, on n'a pas ces compartimentalisations-là. Vous avez ici, par exemple, en vert un marquage tubuline et on voit qu'en fait, on a différentes zones de prolifération dans nos organoïdes. Un autre problème qu'on va avoir, c'est que dans les organoïdes, en culture classique, on n'a pas accès à la lumière. Donc, on ne peut pas étudier ce qui se passe au niveau de la lumière, notamment tout ce qui est alimentaire ou le microbiote. Alors que dans le tissu normal, on a accès directement à cette lumière-là. Un autre aspect qui est important aussi pour nous, pour les cultures, c'est cette fameuse matrice extracellulaire. Nos cultures d'organoïdes, on les fait dans du matrigel. C'est une matrice qui est dérivée de tumeurs, donc ça veut dire qu'elle est loin d'être physiologique. Et en termes de rigidité, c'est hyper mou, 0,05 kPa. Ça n'a rien de comparable à la rigidité de la matrice du côlon en contexte physiologique ou en contexte, et encore moins, je dirais, en contexte pathologique. Donc, on voulait développer un système qui nous permette de reproduire tout ça. On n'a pas été bien originaux. On a fait comme plein d'autres équipes. On a voulu développer un côlon sur puce. Et donc, ces fameux modèles microphysiologiques système. Dans la famille des côlons sur puce, il y a, on va dire, deux types de modèles principaux. Ceux qui sont basés sur la reproduction de la topologie du tissu et ceux qui vont incorporer un mécanisme de la fluidique en fait, dans leur puce. En termes de topologie, je vous ai montré deux exemples ici, qui sont des exemples français. Un premier qui a été fait en collaboration entre le LAS, entre l'équipe de Laurent Malaquin au LAS et d'Arnaud Besson au CPI, dans le cadre de la thèse de Justine Kreff, où ils ont pu faire en fait un support en PDMS, où ils ont été capables de reproduire la morphologie des villosités et des cryptes et établir des cultures. Ils ont utilisé des cacos, donc une lignée colorectale humaine tumorale, mais ils ont pu mettre en place des cultures là-dessus. Et effectivement, ils ont pu reproduire un intestin avec cette topologie. Il y a un modèle qui est un peu plus évolué, qui a été fait par les équipes de Curie, dans les équipes de Daniela Vignevich et de Stéphanie Descroix, où ici, ils ont fait une matrice en collagène, donc quelque chose de beaucoup plus physiologiquement relevant que le PDMS. Et ils ont utilisé, dans cette matrice de collagène, ils ont pu mettre des cultures de fibroblastes murins, mais aussi d'organoïdes murins. Et donc, on a un système avec du collagène, des fibroblastes, de l'épithélium, donc quelque chose qui est très relevant de notre tissu. Mais ici, il n'y a pas de fluidique. Un système qui existe depuis très longtemps en termes de fluidique et qui sert pour les études de tous les tissus d'interface, c'est la puce qui a été développée au MIT par Don Lindberg, qui est commercialisée maintenant par Emulate. Donc, vous avez un exemple ici, un schéma qui représente, enfin, le schéma ici et ici la photo de la puce. C'est une puce hyper simple, mais qui est efficace. On a deux canaux.
un canal luminal, un canal stromal, entre les deux une membrane sur laquelle on va pouvoir établir notre culture. Alors ici on a une culture en 2D, on n'a pas de topologie, on n'a pas ça, mais en termes de mécanique, en plus du shear press, on va avoir de part et d'autre de nos canaux 2 chambres à vide qui vont nous permettre éventuellement de mimer un péristaltisme et de reproduire un péristaltisme. Donc c'est un modèle qui peut être intéressant pour les intestins, mais aussi par exemple pour le poumon. En ce qui concerne les gut-on-chip, le modèle le plus abouti à l'heure actuelle, c'est celui qui a été développé par l'équipe, le laboratoire de Mathias Lutolf, le PFL. C'est ce que vous voyez ici représenté. En fait, on va ici avoir une fluidique active, on va dire, au niveau de la lumière intestinale, où ils sont allés dans le matrigel, c'est la chambre que vous voyez ici, par dissection de laser, faire un canal, faire des semblants de topologie de crypte. Cette culture-là, elle est alimentée par ces 2 réservoirs ici. Donc, on a une réservoir en diffusion passive, mais n'empêche, ça leur permet dans leur système d'avoir de l'épithélium, d'avoir des fibroblastes, c'est ce qu'on voit ici. Et à l'heure actuelle, c'est le modèle qui serait le plus abouti en termes de fluidique et pseudo-reconstitution d'une topologie. Nous, on a voulu aller un peu plus loin que ça et surtout augmenter les surfaces d'échange et de tissus. Et donc, on a pu breveter en collaboration du coup avec le LAS, enfin développer surtout, et on a breveté le système en collaboration avec le LAS. C'est le système que vous voyez ici. Si on rentre un peu plus dans les détails, en fait, on a un support en U qui est en résine. De part et d'autre, on vient coller 2 lamelles de verre. Les gens qui ont fait des westerns, c'est exactement le même principe qu'un gel d'électrophorèse. Et on vient couler notre gel à l'intérieur du système. Avant de couler le gel, on rajoute ici un tube, ce qui va nous permettre d'avoir un canal au niveau stromal. Et dessus, on vient mouler nos cryptes, ce qui va nous permettre d'avoir la reproduction de la topologie et surtout un canal luminal qui va nous permettre d'injecter plein de choses. La question se posait de l'hydrogel qu'on allait pouvoir utiliser. Alors, on est biologiste, on connaît très bien le polyacrylamide, on est parti là-dessus parce que c'est une matrice qui est synthétique, qui est reproductible, qui permet d'avoir un large panel de rigidité. On peut très bien contrôler la rigidité de l'hydrogel qu'on coule. Ça permet la diffusion de molécules et de protéines notamment. C'est biocompatible, mais par contre, ça ne permet pas l'adhésion cellulaire. Et donc, on est venu fonctionnaliser ce système avec du collagène. On n'a pas été très originaux. Hein. Pourquoi du collagène? C'est la matrice biologique principale. Ça permet l'adhésion cellulaire. C'est le composant majeur de la matrice extracellulaire. Et aussi, ça nous a arrangé parce que, pour le coup, la rigidité du collagène est relativement faible. Et donc, clairement, dans notre système, ça nous permettait de contrôler la rigidité de par la rigidité qu'on imposait au polyacrylamide. Donc ça, c'était intéressant. On a pu là-dedans aller du coup mouler nos cryptes et reproduire vraiment la topologie de nos cryptes intestinales humaines avec une profondeur de 400 microns à peu près, un diamètre de 100 microns. Et on a pu vérifier aussi l'intrication dans notre hydrogel, enfin de nos 2 hydrogels, du polyacrylamide que vous voyez ici marqué en vert et du collagène marqué en bleu, à des rigidités comparables à une rigidité physiologique, mais aussi pathologique. Et juste pour illustrer, dans la suite, voilà une vidéo, en fait, c'est ici, de l'intrication du collagène et surtout donc son affaissance seconde harmonique. On voit bien ici les cryptes, on voit sur toute la longueur, en fait, qu'on a bien du collagène dans notre système et surtout que ce collagène est fibrillaire, comme on peut l'avoir dans le tissu. Et donc, on a une matrice qui est hyper intéressante pour nous pour aller faire de la culture. Donc, forcément, c'est ce qu'on est allé tester. On a commencé simple en utilisant la lignée épithéliale colorectale humaine, les CACO2, sur un hydrogel soft et sur un hydrogel plus rapide. On part ici du bas des cryptes, on remonte et vous allez voir qu'effectivement, en culture, on a pu établir dans ces 2 systèmes des cultures cellulaires, reproduire la topologie des cryptes et avoir un épithélium qui se met en place. Voilà. Alors ici, ce sont des CACO2, c'est une lignée tumorale. Donc, quand on fait un marquage Ki67, on n'a pas cette fameuse compartimentalisation. Vous voyez qu'il y a de la prolifération un petit peu partout. C'est pour ça que pour la suite, on est en train de passer, comme on a la chance d'avoir cette collaboration avec les hôpitaux de Toulouse, on est en train de passer sur des lignées de fibroblastes des patients et sur les organoïdes et de mettre en place ces cultures aussi dans le système. Donc, vous avez ici une illustration de ce qu'on commence à faire. Au final, notre système, il est intéressant parce qu'on peut reproduire tout ça, mais on voulait aussi pouvoir perfuser à travers, sachant que les cytokines qu'on va avoir dans
dans nos milieux, les facteurs de croissance, etc., on déploie entre 2-3 kilodalton à 80 kilodalton. On est allé tester la perfusion ou la diffusion dans notre système d'FITC dextran à ces différents poids moléculaires. Et vous le voyez ici, on a pu effectivement visualiser et calculer en fait le coefficient de diffusion de nos molécules. On est content parce qu'effectivement, pour 3 kilodalton, 70 kilodalton, ça marche très bien dans ce système-là. On a voulu monter jusqu'à 150, c'est un peu plus compliqué, ce sont des trop grosses molécules. On était un petit peu déçus parce qu'un des espoirs qu'on avait, c'était pouvoir éventuellement perfuser pour aller faire des marquages dans le système des anticorps à partir de notre canal stromal. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, on pourra nourrir nos cellules et on pourra récupérer nos facteurs de croissance si on veut les analyser. Donc aujourd'hui, on a un système qui pour nous est super intéressant parce qu'on a deux canaux, un canal fluidique luminal et stromal. Les deux, on les contrôle de façon active, on est capable d'injecter et de récupérer dans ces deux compartiments. L'intérêt de tout ça, c'est que ça va nous permettre effectivement d'étudier l'impact au niveau luminal de pathogènes, le microbiote intestinal, des bactéries, des virus, éventuellement de contaminants alimentaires, faire du drug screening, du criblage de drogue. Et comme on travaille à partir des tissus des patients, notre objectif, bien sûr, c'est d'aller vers de la médecine personnalisée. Au niveau du canal fluidique stromal, on a différents enjeux. L'intérêt de ce canal-là, c'est qu'on va pouvoir jouer sur les milieux qu'on va utiliser et notamment en injectant ici des milieux pro-souche, ici pro de différenciation, établir, on l'espère, cette compartimentalisation cellulaire dans notre système à partir des organoïdes. On va pouvoir éventuellement aussi faire rentrer dans ce système-là d'autres composantes cellulaires et notamment on est en train de travailler maintenant les hydrogels, on travaille avec d'autres biomatériaux que le polyacrylamide et le collagène pour essayer de rajouter dans le système, notamment les cellules immunitaires. Donc ça c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre dedans, mais on va pouvoir aussi mettre pas mal, récupérer des choses dans notre système, aussi bien au niveau luminal que stromal, et faire des analyses de sécrétome, de métabolome, etc. Notre système, c'est aussi une chambre d'imagerie. Donc, en fait, on va pouvoir faire, on fait déjà plein de choses à l'intérieur. On fait de l'intestin, mais on a des collaborations pour faire des vaisseaux, pour mettre des cultures d'organoïdes, tout simplement, dans le système. Et en ce qui concerne les tissus de barrière, comme le côlon, comme peuvent l'être l'épithélium pulmonaire, etc., on voudrait rajouter des capteurs pour mesurer la résistance de cette fonction de barrière, le pH et faire du métabolisme là-dessus. Voilà, donc ça, c'est certains aspects et je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon, je vais dépasser en termes de temps. Écoutez, je vous remercie. Je vais juste quand même aller à la fin de la présentation pour remercier tous les gens qui ont participé à cette étude au sein de l'équipe, notamment Dimitri Hamel, qui est l'étudiant en thèse, en fait, qui a fait toute l'étude sur l'ostéopontine et qui a développé la puce avec Laurent et Julie, puisqu'il était en co-direction de thèse avec Laurent. Ce projet est continué maintenant par Duvan. Et ont activement contribué les gens qui ont les noms ici. Et la prochaine fois, je vous parlerai de modélisation in silico avec des collègues de Clément Adair et du LP2N à Toulouse. Voilà, écoutez, je vous remercie tous pour votre attention et avec Bertrand, on attend vos questions.